Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter de l'évolution de la lignée humaine au travers d'un certain nombre d'exemples de représentants illustres de cette lignée. Au cours de la vidéo précédente, nous avons vu comment l'homme se plaçait dans l'arbre des primates, et nous avions notamment vu que le groupe le plus proche de l'homme, donc avec la plus forte parenté, était le groupe chimpanzé-bonobo, donc soit les chimpanzés au sens large, l'homme et ses chimpanzés constituant le groupe des homininés. L'ancêtre commun de tout ça se situe aux alentours de -7 à -10 millions d'années. Et donc, nous, aujourd'hui, on va étudier ce qui se passe au niveau de cette branche-là, c'est-à-dire la branche correspondant à ce qu'on appelle la lignée humaine. Donc cette lignée humaine, elle se trouve précisément entre l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé et l'homme actuel. Donc c'est toute cette branche-là. Ce qu'on appelle lignée humaine peut également être appelé groupe des hominines, donc pas homininés, hominines, qui est d'ailleurs un terme un petit peu plus rigoureux que lignée humaine, car comme nous allons le voir, il ne s'agit pas d'une lignée linéaire comme on peut l'entendre. Alors au sein de cette lignée humaine, le seul représentant à être encore actuellement sur cette terre, c'est l'homme actuel, donc Homo sapiens. Mais il existe d'autres représentants qui sont aujourd'hui éteints et auxquels on peut avoir accès en étudiant un certain nombre de fossiles. Dès lors, lorsque l'on retrouve un fossile, comment est-ce qu'on sait si ce fossile appartient ou non à la lignée humaine? Eh bien, en fait, il suffit que le fossile présente une caractéristique dérivée qui appartient à l'homme et pas au chimpanzé pour se dire qu'on est bien dans cette lignée-là. Du coup, il est vraiment intéressant et très important de savoir quelles sont toutes les caractéristiques dérivées propres à l'espèce humaine par rapport aux chimpanzés et aux bonobos. Donc quand j'entends caractéristiques dérivées, ça veut dire caractéristique qui a été acquise au cours du temps. Donc par opposition à une caractéristique qui est ancestrale, qui elle est issue d'un ancêtre commun. Alors si on compare l'homme et le chimpanzé, on va donc voir un certain nombre de caractéristiques qui sont vraiment propres à l'homme au sein des primates. Premier type de caractéristiques, les caractéristiques morphologiques. Et parmi elles, donc, on a un certain nombre de caractères qui sont liés à la bipédie permanente. C'est-à-dire que l'homme, contrairement au chimpanzé, est capable de se mouvoir sur ses deux membres postérieurs d'une manière prolongée, contrairement au chimpanzé qui lui pratique le knuckle walking, c'est-à-dire la marche sur les phalanges. Donc cette attitude-là va correspondre à un certain nombre de caractéristiques au niveau du squelette qui sont très particulières. Première caractéristique, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle va être associée à 4 courbures. 1, 2, 3, 4. Donc de manière à avoir un bon maintien au niveau de cette colonne vertébrale. Donc contrairement à la colonne vertébrale du chimpanzé qui, elle, présente une seule grande courbure, on va dire. Deuxième caractéristique, liée à la bipédie permanente, les membres supérieurs, qui sont courts chez l'homme, alors que chez le chimpanzé, ils sont longs, de manière à pouvoir assurer le knuckle walking. Troisième caractéristique, le trou occipital. Le trou occipital, c'est le trou dans lequel vient se brancher la colonne vertébrale. Le trou occipital, chez le chimpanzé, il est très à l'arrière du crâne, alors que chez l'homme, il va être beaucoup plus centré. Donc de manière à ce que le centre de gravité du crâne soit situé à peu près au-dessus de la colonne vertébrale, et donc afin que la bipédie permanente soit correctement assurée. Autre caractéristique, l'os iliaque, encore appelé bassin. Il n'a pas du tout la même forme. Chez l'homme, il va avoir justement une forme un petit peu de bassine, vu qu'il va être assez court, mais large. Et donc son rôle va être de porter les viscères, de manière à ce que les viscères donc qui sont situés au niveau de l'abdomen ne descendent pas. Évidemment, ce n'est pas la même problématique chez le chimpanzé, donc son bassin, lui, il est beaucoup plus long, mais également beaucoup plus étroit. Et donc le bassin chez le chimpanzé n'a pas du tout cette fonction-là. Cinquième caractéristique, l'alignement entre les fémurs et les tibias. Chez le chimpanzé, comme on peut le voir ici, les fémurs sont parfaitement alignés avec les tibias. Ça, c'est pas très pratique pour faire de la bipédie en fait. Pourquoi? Parce que l'éloignement qu'il y a entre les deux têtes des fémurs là est donc assez important. Et donc si le chimpanzé essaye de marcher sur ses deux membres postérieurs, il va être nécessairement obligé de marcher avec une démarche qualifiée de chaloupée, c'est-à-dire en marchant avec les pieds écartés. Alors que chez l'homme,
on a un angle entre le fémur et le tibia, qui permet en fait d'avoir non seulement les tibias perpendiculaires au sol, mais également avec des pieds relativement proches l'un de l'autre, du moins beaucoup plus proches que ce que sont les fémurs. Et donc ça va permettre d'avoir une démarche beaucoup plus fluide et beaucoup plus assurée que le chimpanzé, évidemment. Maintenant, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont liées au crâne, donc qui n'est pas du tout le même entre le chimpanzé et l'homme. Tout d'abord, au niveau des mâchoires, on peut voir que la mâchoire chez l'homme est beaucoup plus fine que chez le chimpanzé, donc qui est massive, et on peut voir également que la mâchoire avance chez le chimpanzé, donc ce qu'on qualifie de prognatisme. Et donc ce prognatisme va être responsable d'une face qui va être inclinée par rapport à la verticale. Tandis que chez l'homme, on voit que la mâchoire n'étant pas prognate, sa face est quasiment verticale. Autre caractéristique de la mâchoire, si on regarde ici la mâchoire supérieure vue d'en dessous, on s'aperçoit que la mâchoire chez le chimpanzé a une forme de U, tandis que chez l'homme, elle a plus une forme qualifiée de parabolique. Parabolique, ça fait allusion à une parabole, donc c'est une courbe que vous pouvez voir en maths, ça. Et enfin, dernière caractéristique de la mâchoire, eh bien au niveau des dents, c'est pas vraiment les mêmes types de dents. Chez le chimpanzé, on a des canines notamment qui sont beaucoup plus développées, beaucoup plus grosses, qui ne sont pas présentes du coup chez l'homme. Donc chez l'homme où les canines sont beaucoup plus fines. Maintenant, au niveau du crâne, on a d'autres caractéristiques dérivées propres à l'homme, notamment l'absence de bourrelet susorbitaire, donc qui est un bourrelet osseux qui est situé au-dessus de l'orbite, donc qui était très présent chez le chimpanzé, et bien sûr le volume cérébral, le volume crânien qui chez Homo sapiens avoisine les 1500 cm3, alors que chez le chimpanzé, et donc comme l'ensemble d'ailleurs des grands singes, il plafonne aux alentours de 400-450 cm3. Alors on a également des caractéristiques culturelles que l'on retrouve chez l'homme mais qui sont absentes chez le chimpanzé. Déjà au niveau des outils, donc on a vu que les chimpanzés étaient capables d'utiliser des outils, donc par exemple des bâtons à termites ou des cailloux pour casser des noix de coco, ce genre de choses, mais les chimpanzés ne les façonnent pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer l'outil quasiment tel quel dans la nature, et ensuite, après en avoir fait l'usage, ils vont le jeter, ils ne vont pas le conserver. Tandis que chez l'homme, on va avoir des outils qui sont véritablement façonnés, avec une certaine technologie, et ces outils, l'homme les conserve. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas chez le chimpanzé. En outre, on a également certaines formes d'art, certaines pratiques artistiques chez Homo sapiens que l'on ne rencontre pas du tout chez le chimpanzé. Et outre ces pratiques artistiques, on a également les cérémonies funéraires qui sont absentes chez les chimpanzés, et également tout ce qui est croyance, religion, etc. Tout ça n'existe pas chez le chimpanzé ou le bonobo. Voilà, maintenant que nous avons vu toutes les caractéristiques dérivées véritablement propres à l'homme par rapport au chimpanzé, nous allons voir donc un certain nombre de représentants de la lignée humaine. Donc en fait, on a collecté un certain nombre de fossiles de représentants éteints de cette lignée. Et donc parmi tous ces fossiles, on a pu créer en gros deux grands groupes de fossiles, les australopithèques et le genre Homo. Alors commençons par les australopithèques. Alors déjà, il faut savoir qu'il s'agit des fossiles les plus anciens qui ont été retrouvés de la lignée humaine. Notamment, Lucie, qui est donc un des fossiles les plus célèbres de la lignée humaine, appartient aux australopithèques. Donc les australopithèques, on sait qu'ils font bien partie de la lignée humaine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une bipédie permanente. Comment on le sait ? Parce que si on regarde leur squelette, on s'aperçoit qu'ils présentent un certain nombre de caractéristiques qui sont associées à la bipédie permanente chez l'homme. Donc notamment le bassin, qui ressemble pas mal au bassin de l'homme, et en tout cas qui est très différent de celui du chimpanzé. Donc à partir du moment où il y a une caractéristique dérivée propre à l'homme, on peut être sûr qu'on est bien dans la lignée humaine. Mais au niveau du crâne, là on se rend compte que c'est quand même très différent de l'homme moderne. Donc on voit que la boîte crânienne est encore très petite, la face très inclinée, et donc on a des caractéristiques qui se rapprochent plus, on va dire, au chimpanzé que à l'homme, même si la mâchoire, comme on peut le voir ici, est quand même très différente de celle du chimpanzé. Le volume cérébral, comme on peut le voir là, est à peine supérieur à celui du chimpanzé, du moins pour la majorité des australopithèques, parce qu'en fait les australopithèques, c'est un ensemble de plein d'espèces. Et parmi ces australopithèques, on distingue notamment les Paranthropus, qui présentent des volumes crâniens beaucoup plus importants que ceux-là, mais que je n'ai pas représentés sur ce graphique,
dans une optique de simplifier un petit peu les choses. Voilà, donc c'est pas aussi simple que ça, des australopithèques, il en existe pas mal de types différents. Si on fait le bilan, donc l'extension dans le temps des australopithèques, c'est de moins 4,5 à 1 million d'années. Un bon exemple d'australopithèque très connu, c'est Lucie, qui a été longtemps l'australopithèque le plus vieux qu'on ait retrouvé sous forme de fossile, donc il date de 3,2 millions d'années. Les australopithèques étaient en général assez petits, donc 1 mètre à 1 mètre 40. Ils avaient une bipédie permanente, comme on l'a vu, mais dans la majorité des cas, elle n'était pas complètement aboutie, c'est-à-dire qu'il y avait encore une démarche chaloupée. Le volume du cerveau était petit, donc presque aussi petit finalement que le chimpanzé. Pas spécialement d'outils a été retrouvé chez les australopithèques. On suppose qu'ils n'avaient pas de langage. Et au niveau de leur répartition géographique, c'était en Afrique de l'Est exclusivement. Passons maintenant à l'étude des espèces du genre Homo. Alors, je ne vais pas étudier toutes les espèces du genre Homo, je vais juste en étudier un certain nombre d'exemples. Donc, habilis, Erectus, Neanderthalensis et Sapiens, principalement. Donc en fait, le genre Homo se caractérise par une augmentation du volume cérébral, donc qui est drastique par rapport à ce qu'on avait chez les australopithèques ou chez les grands singes. Donc ensuite, on n'a pas forcément le même volume suivant l'espèce d'Homo. Chez Homo habilis, donc qui date de moins 2,5 millions d'années à moins 1,5 million d'années, on avait un volume crânien qui reste quand même relativement faible, c'est-à-dire qui était aux alentours de 700 cm3, mais qui est tout de même sensiblement supérieur à ce qu'on a chez le chimpanzé ou chez l'australopithèque. Associé à ça, on a retrouvé des outils, mais grossièrement taillés, donc des galets, qui ont juste été en fait cassés en deux de manière à présenter un certain tranchant. Donc ça paraît pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose qui n'était pas présent chez l'australopithèque et chez le chimpanzé. Ensuite, Homo ergaster et Homo erectus, donc qui sont deux espèces relativement proches. Donc on suppose d'ailleurs que Ergaster était l'ancêtre de Homo erectus. Donc ces deux espèces-là ont vécu entre moins 1,9 million d'années à moins 140 000 ans. Donc là on voit qu'on commence à se rapprocher de l'époque moderne. Ces espèces-là étaient caractérisées par la présence d'un crâne beaucoup plus volumineux, donc aux alentours de 850-900 cm3, et par la présence d'outils beaucoup plus fins, beaucoup plus perfectionnés. Et notamment, c'est associé à ces espèces-là qu'on retrouve des bifaces, donc qui sont des fossiles extrêmement célèbres. Bifaces, ça veut dire qu'ils sont taillés des deux côtés. Donc là, on gagne en efficacité au niveau du tranchant. Et donc là, on voit que l'intelligence de ces espèces-là leur permet d'avoir des outils beaucoup plus perfectionnés que ce qui se passait avant. Et mieux que ça encore, chez Erectus et Ergaster, on a une maîtrise du feu, donc qui permet de faire cuire les aliments, etc. Donc, si je récapitule toutes ces caractéristiques-là, dans ce petit tableau, donc on voit que les dates de habilis et d'Ergaster, que je viens de dire, on voit que la taille de Homo habilis était aux alentours de 1,20 m, alors qu'on a une taille qui commence à être un petit peu plus importante chez Erectus, 1,60 m. La bipédie est beaucoup plus développée et fluide chez Ergaster et Erectus, du moins c'est ce qu'on suppose lorsque l'on compare les squelettes. Le volume cérébral était donc plus important chez Erectus que chez habilis, donc entre 800 et 1200 cm3. Et bien sûr, au niveau des outils, comme je viens de le voir, donc maîtrise des bifaces, du feu chez Erectus, alors qu'on avait seulement des galets aménagés chez habilis. Et donc on suppose également que Erectus maîtrisait le langage, donc parce qu'il réalisait des chasses synchronisées, donc qui, on suppose, nécessitaient la présence d'un certain langage. Voyons maintenant les deux derniers représentants du genre Homo, qui sont les plus récents et sans doute les plus intelligents. Donc l'homme de Néandertal, Homo neanderthalensis, et l'homme moderne, Homo sapiens. Donc l'homme de Néandertal était caractérisé par une boîte crânienne volumineuse, donc à peu près aussi volumineuse que celle de Homo sapiens finalement, donc à peu près autant que nous. Des outils très perfectionnés, et donc c'est dans cette espèce-là qu'on voit apparaître la présence de rites, notamment des rites funéraires. Homo neanderthalensis enterre ses morts. Et donc Homo sapiens, donc l'homme actuel, l'homme moderne, donc nous en fait, donc qui date de 200 000 ans environ. Homo sapiens présente dès le début des outils très perfectionnés, comme on peut le voir ici.
Le volume cérébral d'Homo sapiens est lui aussi très important, aux alentours de 1500 cm3. Et Homo sapiens a des pratiques artistiques, c'est-à-dire qu'on a pu retrouver des traces de peintures rupestres dès l'apparition de Homo sapiens. On a des traces de ces pratiques. On a également retrouvé un tas d'objets artistiques et archéologiques associés donc, à Homo sapiens. Donc si je récapitule ça dans mon tableau, donc Homo sapiens, l'exemple d'Homo sapiens, c'est l'homme de Cro-Magnon, que l'on a tous entendu parler, je pense. Donc la taille moyenne d'Homo sapiens aux alentours d'1,70 m, bon ça c'est un petit peu comme actuellement. La bipédie est donc très fluide, comme Homo ergaster et Homo erectus. Un volume cérébral très important. Des outils perfectionnés, la maîtrise de l'art, un langage évidemment, et donc une répartition géographique qui est aujourd'hui et dans le monde entier. Voilà, alors pour conclure, donc il faut bien être conscient que les différentes espèces qu'on a étudiées là ont très souvent cohabité. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas du tout sur un schéma linéaire de, par exemple, l'Australopithèque qui donne habilis, qui va donner ergaster, qui va donner erectus, qui va donner neanderthalensis, qui va donner sapiens. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas, en fait, finalement, une lignée humaine comme on peut l'entendre d'une manière linéaire. Non, en fait, on a un caractère buissonnant de la lignée humaine. C'est-à-dire que on a plutôt quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a plein de branches qui vont partir un petit peu dans tous les sens. Et c'est pas parce que, par exemple, on a retrouvé des fossiles de habilis qui datent beaucoup plus que des fossiles de sapiens, que habilis est forcément l'ancêtre de sapiens. Ça peut être tout simplement une espèce qui s'est détachée du reste, donc une branche qui s'est détachée de l'axe principal. Mais vous voyez que c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.